1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Deuxième partie. Chapitre 9, suite. Coupé de tout contact avec le monde extérieur et avec le passé, le citoyen d'Océania est comme un homme des espaces interstellaires qui n'a aucun moyen de savoir quelle direction monte et laquelle descend. Les dirigeants d'un tel État sont absolus plus que n'ont jamais pu l'être les pharaons ou les Césars. Ils sont obligés d'empêcher leurs adeptes de mourir d'inanition, en nombre assez grand pour être un inconvénient, et ils sont obligés de s'en tenir au même bas niveau de technique militaire que leurs rivaux. Mais ce minimum réalisé, ils peuvent déformer la réalité et lui donner la forme qu'ils choisissent. La guerre, donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais bien qu'irréelle, elle n'est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et par conséquent de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot guerre lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge néolithique et le début du XXe siècle a disparu et a été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. L'effet aurait été exactement le même si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, est la signification profonde du slogan du parti. La guerre, c'est la paix. Winston arrêta un moment sa lecture. Quelque part dans le lointain tonna une bombe fusée. La félicité qu'il éprouvait à être seul avec le livre défendu dans une pièce sans télécran n'était pas épuisée. La solitude et la sécurité étaient des sensations mêlées, en quelque sorte, à la fatigue de son corps, au moelleux du fauteuil, au contact de la faible brise qui entrait par la fenêtre et se jouait sur son visage. Le livre le passionnait, ou plus exactement le rassurait. Dans un sens, il ne lui apprenait rien de nouveau, mais il n'en était que plus attrayant. Il disait ce que lui, Winston, aurait dit s'il lui avait été possible d'ordonner ses pensées éparses. Il était le produit d'un cerveau semblable au sien, mais beaucoup plus puissant, plus systématique, moins dominé par la crainte. Les meilleurs livres, se dit-il, sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. Il revenait au chapitre 1 quand il entendit le pas de Julia dans l'escalier et se leva de son fauteuil pour aller au-devant d'elle. Elle déposa sur le parquet son sac à outils brun et se jeta dans les bras de Winston. Il y avait plus d'une semaine qu'ils ne s'étaient vus. « J'ai le livre, dit-il, quand ils se séparèrent. « Oh, tu l'as ? Bien, dit-elle, sans montrer beaucoup d'intérêt. Presque immédiatement, elle s'agenouilla devant le fourneau à pétrole pour faire le café. Ils ne revinrent sur ce sujet qu'après être restés au lit une demi-heure. La soirée était juste assez fraîche pour qu'il fût nécessaire de remonter le couvre-pied. D'en bas venait le bruit familier des chansons et le claquement des bottes sur les pavés. La femme au bras rouge brique que Winston avait vue là lors de sa première visite était presque à demeure dans la cour.
Il semblait qu'elle passât toutes les heures du jour à marcher dans un sens ou dans l'autre, entre le baquet à laver et la corde à linge. Tantôt elle fermait la bouche sur les épingles à linge, tantôt elle faisait éclater un chant lascif. Julia s'était installée sur le côté et semblait déjà sur le point de s'endormir. Winston allongea le bras pour prendre le livre sur le parquet et s'assit, appuyé au dossier du lit. « Nous devons le lire, dit-il. Toi aussi. Tous les membres de la fraternité doivent le lire. »« Lis-le, dit-elle, les yeux fermés. Lis-le tout haut. C'est la meilleure manière. Ainsi tu pourras me l'expliquer au fur et à mesure. » L'aiguille de la pendule était sur 6, ce qui signifiait 18 heures. Ils avaient 3 ou 4 heures devant eux. Winston appuya le livre sur ses genoux et se mit à lire. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au long des temps historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. « Julia, es-tu réveillée » demanda Winston. « Oui, mon amour, j'écoute. Continue, c'est merveilleux. » Il continua à lire. Les buts de ces 3 groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place, celui du groupe moyen de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il y en a un, car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscients, d'une façon autre qu'intermittente d'autre chose que de leur vie de chaque jour, et d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir, mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd ou sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne, qui enrôle à ses côtés la classe inférieure en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Des 3 groupes, seul le groupe inférieur ne réussit jamais, même temporairement, à atteindre son but. Ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire, il n'y a eu aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, dans une période de déclin, l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles. Mais aucune augmentation de richesse, aucun adoucissement des mœurs, aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'1 millimètre l'égalité humaine. Du point de vue de la classe inférieure, aucun changement historique n'a jamais signifié beaucoup plus qu'un changement du nom des maîtres. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux observateurs se rendirent compte de la répétition constante de ce modèle de société. Des écoles de penseurs apparurent alors qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine. Cette doctrine naturellement avait toujours eu des adhérents, mais il y avait un changement significatif dans la façon dont elle était mise en avant. Dans le passé, la nécessité d'une forme hiérarchisée de société avait été la doctrine spécifique de la classe supérieure. Elle avait été prêchée par les rois et les aristocrates, par les prêtres, hommes de loi et autres qui étaient les parasites des premiers, et elle avait été adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire, par-delà la tombe. La classe moyenne, tant qu'elle luttait pour le pouvoir, avait toujours employé des termes tels que liberté, justice et fraternité.
Cependant, le concept de la fraternité humaine commença à être attaqué par des gens qui n'occupaient pas encore des postes de commande, mais espéraient y être avant longtemps. Anciennement, la classe moyenne avait fait des révolutions sous la bannière de l'égalité, puis avait établi une nouvelle tyrannie dès que l'ancienne avait été renversée. Les nouveaux groupes moyens proclamèrent à l'avance leur tyrannie. Le socialisme, une théorie qui apparut au début du XIXe siècle et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'Antiquité, était encore profondément infecté de l'utopie des siècles passés. Mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparut à partir de 1900 environ, le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle, l'Angsok en Océania, le néo-bolchevisme en Eurasia, le culte de la mort comme on l'appelle communément en Estasia, avaient la volonté consciente de perpétuer la non-liberté et l'inégalité.